On estime à environ 8000 le nombre d'athlètes contrôlés dopés depuis les années 60. Parmi les grands scandales du dopage, on retiendra celui du coureur de 100 mètres Ben Johnson, contrôlé positif en 1988, l'affaire Puerto en 2006, le dopage de Lance Armstrong et plus récemment celui de Maria Sharapova. D'après un rapport paru l'année dernière, 83% des athlètes contrôlés positifs sont des hommes. Les principales disciplines concernées sont l'athlétisme, l'haltérophilie, le rugby et le cyclisme. Si de nombreux pays sont concernés par le dopage, les grands champions toutes catégories confondues sont les États-Unis, la Russie et l'Inde. Mais qu'entend-on exactement par dopage? Comment un athlète en arrive à se doper? Quelles sont les principales techniques de dopage? Comment le limiter et comment le contrôler? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Selon le CIO, le dopage est défini comme l'usage d'une substance ou d'une méthode potentiellement dangereuse pour la santé des athlètes ou susceptible d'améliorer leur performance à l'entraînement ou en compétition. Depuis toujours, les hommes ont essayé d'améliorer leur performance par différents moyens. Les premiers cas de dopage remontent au 6e siècle avant Jésus-Christ, où les athlètes grecs ingéraient des viandes selon la discipline qu'ils pratiquaient. Ainsi, les sauteurs mangeaient de la viande de chèvre, les boxeurs de la viande de taureau, et les lutteurs étaient plutôt adeptes de la viande de porc, qui était plus riche en matière grasse. D'autres techniques ont ensuite vu le jour, comme l'hydromel, les feuilles de sauge ou de coca, très utilisées par les Amérindiens, ou le ginseng par les athlètes chinois. Mais c'est réellement à partir des années 1990 que le dopage va prendre tout son essor, pour de nombreuses raisons, notamment la pression économique, la médiatisation grandissante du sport, mais aussi grâce aux projets pharmacologiques constants. Quelques célèbres affaires de dopage durant cette période. Ben Johnson, sprinter canadien d'origine jamaïcaine, remporte en 1988 la médaille d'or du 100 mètres lors des Jeux Olympiques de Séoul. 2 jours plus tard, le CIO révèle un test antidopage positif aux stéroïdes anabolisants. Il est exclu des Jeux et sera radié à vie en 1993 après un nouveau contrôle positif. Diego Maradona est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Lors de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, après un but légendaire contre la Grèce, il sera contrôlé positif à l'éphédrine et exclu du tournoi après seulement 2 matchs. L'affaire Festina. En 1998, à quelques jours seulement du départ du Tour de France, un soigneur de l'équipe Festina se fait contrôler à la frontière franco-belge avec de grandes quantités de produits dopants. Toute l'équipe sera exclue du Tour de France, parmi laquelle le coureur Richard Virenque qui déclara ensuite avoir été dopé à l'insu de son plein gré. Le célèbre cycliste Lance Armstrong a été contrôlé une première fois sur le Tour de France en 1998 aux corticoïdes, mais il échappe alors à la sanction en présentant un certificat médical. En 2005, le journal L'Équipe publie une enquête selon laquelle les échantillons du Tour de 1999 contenaient de l'EPO. En 2012, il sera suspendu à vie et se verra retirer l'ensemble de son palmarès. Mais pourquoi un athlète est-il amené à se doper? La première raison, la plus évidente, est la recherche de performance, qui elle-même est stimulée par beaucoup de choses. L'univers sportif en demande de plus en plus. En effet, les barres de sélection sont de plus en plus exigeantes dans les sports médiatisés et pratiqués, comme le football, le tennis ou encore le cyclisme. Les records sont également plus difficiles à battre. Le public en demande de plus en plus, mais également les principaux acteurs économiques comme les sponsors ou les annonceurs. Les marques entendent bien associer leur image à un plus haut niveau de performance. Un bon exemple de cette exigence attendue par les sponsors est le projet mené par une grande firme américaine d'équipement visant à réaliser le marathon en moins de 2 heures. D'autres raisons peuvent pousser un athlète à se doper, comme assumer une charge d'entraînement qui peut être colossale, la pression de l'entourage ou des coéquipiers. Enfin, d'autres raisons peuvent pousser l'athlète à poursuivre un comportement de dopage, notamment le maintien du niveau dans la durée ou la volonté d'allonger une carrière qui peut être parfois courte. Certaines pratiques rapprochent le dopage de la toxicomanie, et on peut ainsi voir des athlètes qui deviennent addicts.
Mais quelles sont les principales techniques de dopage? Les stéroïdes anabolisants. Le terme anabolisme signifie croissance des tissus et s'oppose au catabolisme. Il s'agit d'une classe d'hormones similaire à la testostérone, hormone sexuelle mâle humaine. Il favorise l'absorption et la synthèse des protéines dans les cellules et ainsi l'augmentation des tissus cellulaires, en particulier dans les muscles. Ils permettent en somme de prendre du volume musculaire avec beaucoup moins d'entraînement. Elle permet également de stimuler l'érythropoïèse et de perdre de la masse grasse. Ils représentent environ 1 contrôle sur 6 et sont très utilisés dans les sports de force. Exemple de molécules, le stonazolol, le danabol ou encore l'oxandrolone. Les stimulants ou psychostimulants stimulent le système nerveux central. Ils ont un effet euphorisant et améliorent les performances physiques et psychiques. Ils incluent plusieurs types de molécules, parmi lesquelles les amphétamines. Les amphétamines n'améliorent pas les capacités physiques, mais elles retardent considérablement la sensation de fatigue et améliorent aussi la vigilance et la confiance en soi. C'est le cas de la ritaline. La cocaïne possède une action sympathomimétique, c'est-à-dire qu'elle stimule le système nerveux sympathique et permet à faible dose de supprimer la fatigue, d'augmenter la fréquence cardiaque et d'avoir un sentiment d'euphorie ou d'invulnérabilité. On la retrouvait déjà dans l'Antiquité dans les feuilles de coca. L'éphédrine ou le bromentan agissent de façon similaire. En 2002, le cycliste Jan Ullrich est vainqueur du Tour de France en 1997 et déclaré positif aux amphétamines. Il est suspendu 6 mois. Les cannabinoïdes. Ils comprennent le cannabis naturel et les cannabinoïdes de synthèse. Le cannabis, dont le principe actif est le THC, agit sur les récepteurs cannabinoïdes. Il permet la relaxation musculaire, de réduire l'anxiété, d'améliorer la vision et c'est aussi un puissant analgésique. Il peut être utile notamment dans les sports extrêmes ou de concentration. Il est à l'origine d'un contrôle. Les glucocorticoïdes. La cortisone est une hormone sécrétée par la surrénale. Les dérivés de cette hormone sont appelés les corticoïdes. Ils ont de nombreuses utilisations en médecine. Mais dans le sport, ils permettent de diminuer l'inflammation, d'atténuer la fatigue et les douleurs. Ils permettent aussi une action sur le bronchospasme lié à l'effort. Ils sont à l'origine d'un contrôle antidopage sur 10. Une autre classe très utilisée dans le dopage sont les hormones peptidiques et substances apparentées, parmi lesquelles l'érythropoïétine ou EPO, qui est produite dans les reins. Elle stimule la moelle osseuse qui produit les globules rouges et permet le transport de l'oxygène vers les cellules de l'organisme. Elle est utilisée en médecine en cas d'anémie, mais elle permet à l'athlète qui en prend de mieux oxygéner ses muscles et d'augmenter la puissance aérobie qui la rend très utile dans les sports d'endurance. L'insuline, qui est une hormone produite par le pancréas et qui permet de stimuler les processus anabolisants, parmi lesquels la synthèse du glycogène, la synthèse des lipides, la synthèse des protéines, ainsi que la synthèse de testostérone et d'hormones de croissance. Elle est très utile dans les sports de force. La somatotropine, ou hormone de croissance, est une hormone sécrétée par l'antéhypophyse, une glande située dans le cerveau. Elle permet la croissance des tissus osseux, des tissus musculaires et des tissus cartilagineux. Pendant l'effort, elle permet une utilisation préférentielle des lipides plutôt que du glycogène. Elle est très utilisée en association avec l'EPO, l'IGF-1 ou l'insuline. Les diurétiques et agents masquants. Les diurétiques permettent d'augmenter la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine. Cela représente 2 intérêts majeurs en technique de dopage. D'une part, la perte de poids dans les sports à catégorie de poids, mais cela permet aussi de masquer d'autres substances interdites du fait de leur dilution dans des urines produites en plus grande quantité. D'autres agents masquants fonctionnent par d'autres mécanismes, c'est le cas du probénécide et des succédanés du plasma. Les β2 agonistes. Ils sont à la fois des bronchodilatateurs et des anabolisants. Ils sont utilisés en médecine dans le traitement de la crise d'asthme. Ils permettent d'améliorer la fonction respiratoire par dilatation des bronches via une action sur les muscles lisses. Ils permettent ainsi d'améliorer la fonction respiratoire. Ils permettent également un accroissement de la masse musculaire et peuvent être utilisés en alternative des anabolisants.
Ils sont utilisés dans le ski de fond, le cyclisme, mais aussi en natation. Les principales molécules sont le salbutamol et le salmétérol. Les bêta-bloquants bloquent la fonction bêta du système nerveux central. Ils peuvent être sélectifs du cœur ou des bronches. Ils améliorent la stabilité émotionnelle, diminuent les manifestations du stress, diminuent la fréquence cardiaque et n'ont donc aucun intérêt dans les sports d'endurance car diminuent la VO2 max et la fréquence cardiaque. Ils sont en revanche utiles dans les sports de concentration comme les sports automobiles ou les sports de tir. Mais comment le dopage est-il contrôlé aujourd'hui ? Il existe différentes instances parmi lesquelles l'AMA ou Agence mondiale antidopage. Elle est financée par le CIO et supervise au niveau mondial la lutte antidopage. Elle permet notamment une harmonisation des règles en matière de dopage dans tous les pays. Elle publie également annuellement une liste des substances interdites. L'AFLD, ou Agence française de lutte contre le dopage, définit au niveau français la politique de lutte contre le dopage. Elle réalise et organise les prélèvements, régule les procédures disciplinaires et délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques des médicaments. Elle a également un rôle de conseil auprès des fédérations ou de l'État. Elle propose également sur son site un moteur de recherche qui permet de vérifier si un médicament est interdit. Les antennes médicales de prévention du dopage, ou AMPD, permettent d'animer dans les régions la politique antidopage de l'AFLD. Comment se déroule un contrôle antidopage ? Tout sportif peut être contrôlé s'il participe à une compétition ou à une manifestation agréée par une fédération sportive, qu'il soit professionnel ou amateur. Ces contrôles sont mis en place par l'AFLD. Le sportif reçoit personnellement une convocation ou notification et doit se présenter alors le plus rapidement possible au poste de contrôle muni de sa pièce d'identité. Ces contrôles sont obligatoires, si le sportif refuse, il sera sanctionné de la même manière que s'il était contrôlé positif. Le contrôle consiste en des prélèvements urinaires et parfois sanguins. Parfois même, on prélève les fanères du sportif. Si le résultat est positif, le résultat est transmis à l'AMA et à la fédération du sportif. Quelles sont les violations sanctionnées lors des contrôles ? Tout d'abord, la présence d'une substance interdite dans les échantillons. Ensuite, la carence au contrôle, c'est-à-dire le refus de s'y soumettre, de se conformer aux modalités de contrôle. L'opposition au contrôle par une tierce personne, que ce soit un entraîneur, un dirigeant, un délégué fédéral. L'association interdite, c'est-à-dire qu'il est interdit de recourir au service ou au conseil d'une personne qui a déjà fait l'objet de condamnation de dopage. Et enfin, le manquement à l'obligation de localisation pour certains sportifs qui appartiennent à des groupes cibles. Les sanctions peuvent être diverses, allant du simple avertissement à l'interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives, au retrait de licence, qu'il soit provisoire ou définitive, à une amende qui peut monter jusqu'à 45 000 €, et enfin jusqu'à l'annulation de tous les résultats du sportif. Si vous voulez en savoir plus sur le dopage, vous pouvez consulter le site de l'AFLD, mais aussi le site de l'Institut de recherche du bien-être de la médecine du sport santé, le site du ministère des Sports et celui du Collège des enseignants d'addictologie.